L'ordre a une idée sur l'évolution des chiffres, mais le Conseil est extrêmement prudent. Il y a plusieurs populations, 3 ou 4, qui sont des populations qui sont identifiées, qui évoluent de façon un peu imprévisible, même si certaines ont tendance à se stabiliser. Première population, évidemment, les remplaçants. Et d'emblée, il faut dire d'ailleurs que dans les chiffres que nous présentons, les remplaçants, 10 000 dans ce département, chiffre stable depuis plusieurs années. Quelques années en arrière, très clairement, la majorité disait que le remplacement était pour eux un mode d'exercice pérenne et que nous observons maintenant au fil du temps, en regardant ce que deviennent ces remplaçants 5 ans plus tard, dans l'énorme majorité, ils s'installent. Deuxième population aussi, les médecins à diplôme étranger. Vous avez vu qu'ils sont, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, ils sont un petit peu moins de 20 000. Et c'est une population qu'on ne maîtrise pas du tout. Souvenez-vous l'aspect en cloche, là, quand la Roumanie est rentrée dans la communauté européenne. Bien évidemment, troisième catégorie avant-dernière, les médecins cumulant emploi et retraite. Coup d'accélérateur indiscutable. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que les textes resteront les mêmes? Est-ce qu'ils changeront un jour? En tout cas, vous avez vu, 18% d'augmentation sur un an, sur 60 000 médecins, c'est très important. Et enfin, autre et dernière catégorie de population, une population nouvelle, les médecins qui s'arrêtent avant d'arriver à l'âge de la retraite. C'est évidemment les médecins d'exercice libéral. C'est une population qui est assez stable, qui n'est pas très importante, mais qui est là et qu'il faut bien observer. Ceux qui ont sans doute assez d'exercer sur un mode qu'ils ne supportent plus, eh bien ces médecins-là, essentiellement venus du monde libéral, essentiellement venus de la médecine générale, se tournent vers un exercice salarié. Eh bien, ces 4 populations sont à même de bouger profondément au fil des années, et notamment les années à venir, et c'est par prudence, eu égard à ces populations sur lesquelles nous portons un regard très attentif, que le Conseil de l'Ordre limite ses projections à quelques années plus loin et pas à 10 ou 15 ans plus tard. Je vous remercie beaucoup. Donc vous voyez que on a une baisse assez sensible de l'ensemble des médecins, puisqu'on devrait descendre en dessous de 100 000 médecins actifs à partir de 2020 et pratiquement jusqu'en 2030. En tenant compte du cumul, vous voyez que les projections de cumul sont quand même intéressantes, puisque on arrive à des cumuls supérieurs à 10 000, 12 000 au mieux, et on voit que là on reste au-dessus des 100 000 médecins. Supposez que les comportements de cumul restent dans le futur ceux qu'ils sont. Mais sans cumul, on voit que la courbe rouge, le nombre de retraités en 2026 deviendrait supérieur au nombre de cotisants. Donc c'est le problème qui se pose dans notre régime complémentaire, et c'est la raison pour laquelle on avait constitué des provisions permettant de compenser cette difficulté. Vous voyez, en 2020, hors cumul, on baisse de 110 000 à 93 000, mais le cumul compense à hauteur de 12 000 en 2020 et 2025. Ensuite, il y a une remontée. En fin de projection, en comptant les cumuls, on arrive pratiquement en 2035 à 1500 près aux effectifs de 2014. On n'a pas prévu d'hypothèse de changement de numerus clausus, donc de toute façon, le changement de numerus clausus n'aurait pas d'effet avant 2030, donc qu'on ait 8000 plus ou moins, ça ne change très peu les projections jusqu'en 2035. Donc, et ces projections sont des projections à long terme, parce que nos équilibres sont des équilibres à long terme. Donc, c'est indéniable, le cumul est une bonne chose, il rend service aux actifs en apportant des remplaçants. Il permet surtout, alors il y en a beaucoup, ça c'est une très bonne chose pour le cumul, au lieu de s'arrêter brutalement, les confrères diminuent progressivement leur activité, financièrement c'est mieux, et puis ça leur permet de s'arranger, d'organiser leur retraite, etc. Ça c'est une très bonne chose qui rend service. Il y a également, ça rend service, je ne l'ai pas mis là, des confrères qui n'arrivent pas à trouver un remplaçant,
un successeur, donc ça leur permet de prolonger, ou le successeur a son diplôme 6 mois ou 1 an après, donc il va venir, mais un peu plus tard, eh bien, il cumule au lieu de s'arrêter brutalement, donc là, ça rend service également. Mais en matière d'actifs à temps plein, c'est pas si évident que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce cumul et ce service et avoir plus de seniors qui travaillent? On a une fausse impression qu'il y en a pas mal. Il pourrait y en avoir 2 fois plus si on avait ces charges qui n'étaient pas aussi élevées. Suivante. Donc, il faut réduire les charges. Il y a également d'autres freins. Les cumulants, on leur demande de travailler plus longtemps, mais on leur donne pas de retraite en plus. On les fait payer sans droit. C'est un frein. Ils ont une cotisation. C'est normal, c'est ce que je dis toujours, qu'ils payent une cotisation. Je suis contre le 0% cotisation parce que je veux l'égalité entre les actifs et les retraités. Mais d'un côté, il y a une cotisation sans droit et de l'autre côté, une cotisation avec droit. Ça ne doit pas être la même cotisation. Donc ça, ce sont des freins pour moi au cumul. Et puis, c'est vrai qu'immédiatement, ils ont l'impression de toucher plus. Le cumulant qui a 80 000 euros de revenus et puis 30 000 euros de retraite, il passe du jour au lendemain en continuant la même activité à 110 000 euros de revenus. Quel est le premier gagnant? Eh bien, les 30 000, ils sont tous dans la tranche supérieure d'impôt. Alors, il y a 10 ans, c'était moins net, mais avec l'augmentation d'impôt, je peux vous dire que les confrères aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont autant intérêt qu'il y a 10 ans à cumuler. Le premier bénéficiaire, c'est le fils. Donc, ils ont l'impression d'un apport immédiat, mais c'est perdu après sur le long terme, parce que les 2 ou 3 années où ils vont cumuler, ils ne vont pas engranger de points. Donc, ils auront une retraite 10% inférieure s'ils avaient continué à travailler dans les 20 ans qui suivent. Donc, je crois que ça, c'est un frein important au cumul. Il faudrait voir ce problème. Représenter les médecins français dans le cadre d'une joint action de la Commission européenne sur les flux migratoires des professions de santé. Je peux vous dire que c'est une situation qui existe dans l'ensemble des pays européens et que les mouvements concernent globalement la majorité de ces pays et que, contrairement à une idée reçue qu'on a, il n'y a pas que les médecins roumains qui se déplacent. Et les médecins allemands, les médecins italiens en particulier, pérégrinent beaucoup à l'intérieur de la communauté européenne. 2013, vous avez ici au milieu du diagramme, ils ont fait une projection jusqu'à 2018. Vous voyez globalement, sur 10 ans, 2008-2018, nous multiplions par 2 le nombre de médecins à diplôme étranger délivrés par une université européenne ou extra-européenne. Sur l'ensemble de ces médecins, vous notez qu'il y a une prédominance, mais c'est l'histoire qui est là et qui explique cette différence, prédominance des diplômes extra-européens, donc Maghreb pour nous. Mais vous l'avez vu, sur les nouveaux médecins, le quart des nouveaux médecins qui sont d'origine diplôme étranger, c'est une prédominance européenne. Vous voyez que ces médecins qui viennent sur le territoire français privilégient très largement l'exercice salarié et on peut noter une différence quand même sur une certaine appétence, mais quand même assez limitée, mais tout de même présente, en ce qui concerne l'exercice libéral pour les médecins à diplôme européen. En tout cas, indiscutablement, c'est le mode salarié qui les intéresse et de loin. Si on regarde l'approche territoriale et comment cela se répartit sur l'ensemble du territoire, eh bien finalement, sur les régions, ça rejoint les propos que j'avais devant vous tout à l'heure, c'est-à-dire que ces médecins à diplôme étranger vont majoritairement dans les régions à forte densité, quand on fait une analyse macroscopique, c'est-à-dire tout le sud de la France, avec les réserves que j'ai fait tout à l'heure sur l'évolution à venir sur les deux régions sur les 4 du sud de la France. Les Pays de Loire, qui est une région très attractive, mais ça fait partie d'une évolution qu'on observe depuis plusieurs années. En tout cas, l'attraction, au détriment du sud, au détriment d'autres régions, l'attraction de ce qu'on appelle le Grand Ouest, c'est-à-dire la Bretagne, les Pays de Loire et la Basse-Normandie. Ce que l'on peut dire en complément, et ce que je vous dis ici, je l'ai entendu de la bouche du ministre de la Santé roumain à l'occasion justement d'une conférence des ordres européens, c'est que pour ce pays qui développe largement les filières francophones, c'est un intérêt économique indiscutable. Cette volonté gouvernementale de ce pays-là de multiplier les écoles peut effectivement représenter un flux significatif. On peut s'interroger là aussi, et ça a été dit tout à l'heure, sur la pertinence de ce numerus clausus, en n'étant pas certain. Mais là aussi, il faut attendre de voir peut-être ce que donneront les premiers résultats, parce que, est-ce que l'enseignement qui est délivré dans ces pays permet d'accéder au choix que veulent faire ces jeunes, c'est-à-dire la spécialité qu'ils ont envie d'exercer dans la ville qu'ils auraient choisie. L'avenir le dira. Je vous remercie beaucoup.